Rebonsoir, bienvenue à tous dans Mediapart Live et sur ce premier plateau que nous allons consacrer au Football Leaks saison 2. Donc à cette avalanche de révélations qui a commencé le 2 novembre, il y a 2 semaines à peu près. Révélations non seulement dans Mediapart, mais dans plusieurs journaux en Europe, puisque les informations que vous sortez dans Mediapart sont aussi le produit du travail de dizaines de journalistes qui appartiennent à notre consortium, l'EIC. Alors, pour ceux qui sont arrivés tout récemment sur Mediapart, je rappelle que Football Leaks, c'est d'abord une saison 1. C'est des infos qui ont été publiées en 2016 et qui étaient, en tout cas moi, ce que j'en ai retenu, surtout sur des dérives individuelles, au fond, notamment la fraude fiscale de grandes stars du foot international, dont Ronaldo. Et on a un peu l'impression, mais vous allez me démentir peut-être, que cette saison 2 est plus centrée sur les dérives du système, des dirigeants du foot européen notamment, sur la corruption, sur la discrimination, des enjeux de société assez lourds. Alors, peut-être rappeler que vous avez travaillé pendant des mois sur ces informations. Bonsoir Yann Philippin. Et puis bonsoir Michael Ashdenberg. Bonsoir. Je vais vous demander pendant 1 heure, au fond, de hiérarchiser, décrypter, tirer peut-être déjà quelques leçons de cette saison 2, et notamment pour les gens comme moi, qui ne s'intéressent pas d'habitude au football. Alors, Yann, peut-être une première question sur l'actualité du jour, sur le papier que tu as signé aujourd'hui, et qui concerne l'un des chouchous des Français, N'Golo Kanté, qui a explosé, en tout cas pour quelqu'un comme moi qui ne le connaissait pas avant, au Mondial de cet été. Et tu nous apprends qu'il, après avoir envisagé de passer par une société dans un paradis fiscal à Jersey pour échapper à l'impôt, qu'il s'est ravisé, si j'ai bien compris, et qu'il... raconte-nous un peu tout ça, parce qu'au fond, c'est un peu étrange pour nous. C'est la parfaite transition, l'exemple d'N'Golo Kanté, entre Football Leaks 1 et Football Leaks 2. Comme tu l'as très bien dit, dans Football Leaks 1, on a révélé plusieurs cas graves de fraude fiscale, dont Cristiano Ronaldo, 150 millions d'euros aux îles Vierges britanniques. On s'en souvient, ça avait marqué les esprits. Mais on avait aussi, par exemple, l'exemple de Karim Benzema, qui avait payé ses impôts en France, alors même qu'il aurait pu payer moins d'impôts en Espagne, où il joue. Et là, on a un deuxième exemple très intéressant avec N'Golo Kanté, où on voit que son agent l'aide à monter une société à Jersey, un agent par ailleurs très intéressé parce qu'il a touché des très grosses commissions. Ensuite, c'est son club qui veut réduire la facture fiscale et qui lui dit tiens, tu vas utiliser ta société à Jersey, comme ça on va t'en payer un bout à Jersey, ça fera moins d'impôts pour tout le monde. Donc il le pousse au crime un peu. Ah oui, qui le pousse totalement à le faire. Donc ça fera moins d'impôts pour tout le monde, pour toi, pour nous, tout le monde va y gagner. Et N'Golo Kanté, qui au départ accepte et crée la société à Jersey, finalement se ravise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il se ravise. Pourquoi ? Parce qu'il a lu des articles de presse. Alors on ne sait pas si c'est les articles des Football Leaks 1, vu que c'était en mai 2017 et nos articles de Football Leaks 1 datent de décembre 2016. Mais en tout cas, il a lu des articles sur des joueurs qui ont des difficultés avec des affaires de fraude fiscale et il a dit « Moi, je ne veux pas de ça. Je veux être propre, donc je ne veux plus passer par Jersey. » Et ce qui est fou, c'est qu'il y a un bras de fer qui s'engage entre N'Golo Kanté et le club de Chelsea, donc très grand club londonien. Et qui appartient à qui, pardon, rappelle-moi. Qui appartient à un oligarque russe, Roman Abramovich. Et pendant 18 mois, N'Golo Kanté refuse de toucher sa part de salaire qui devait être payée en droit à l'image. C'est-à-dire qu'à la fin, Chelsea lui doit 2 millions d'euros, mais il s'en fiche, il dit « je veux pas ». Et au final, ils vont trouver un compromis qui fait qu'il sera quand même payé par une société, parce qu'au début, il disait « je ne veux que du salaire ». Finalement, il sera payé avec une société, mais à Londres, et en payant l'impôt sur les sociétés à Londres. Donc c'est une histoire qui montre aussi, qui montre 2 choses. La première, c'est à quel point il y a des problèmes dans le milieu du foot, où on voit que des agents poussent à faire des choses pas toujours très propres, que même des clubs, des grands clubs comme Chelsea poussent. Mais ça montre aussi que les joueurs peuvent résister. Et aussi, je pense que d'une certaine manière, les Football Leaks 1 ont aussi créé une certaine prise de conscience chez les joueurs, parce qu'ils ont vu pas mal de grandes stars se faire épingler, être condamnés, payer des très grosses amendes, et peut-être qu'aujourd'hui ils se disent j'ai pas envie que ça m'arrive. Et alors, est-ce qu'on a quand même le fin mot de l'histoire ? Parce que j'ai cru lire que sa société à Jersey existait toujours, qu'N'Golo Kanté par ailleurs a refusé de vous répondre. Est-ce que ça veut dire que peut-être il manque un bout de l'histoire, ou définitivement il a... Non, je pense qu'il manque un bout de l'histoire, parce qu'en effet, ce qu'on montre, c'est que la société à Jersey existe toujours. On ne sait pas si cette société a au final perçu de l'argent ou non. Et ce qui nous a vraiment frappé, dans cette enquête, c'est l'omerta
qui règne autour de N'Golo Kanté. C'est un personnage extrêmement médiatique. Tu l'as dit, c'est le chouchou des Français depuis la Coupe du Monde. Pour un joueur de ce niveau, on pourrait s'attendre à ce qu'au moins quelqu'un réponde, un attaché de presse, un avocat, peu importe, ne serait-ce que pour dire que oui, tout s'est bien passé, ou ne serait-ce que pour dire on ne souhaite pas répondre. Là, rien. Pas même le moindre retour. On a essayé ses agents, on a essayé son club, on a essayé même son conseiller fiscal à Londres, et personne ne nous a répondu. Et Mickaël, est-ce que ça veut dire qu'au fond, il y a quand même une forme de pression sur les joueurs pour qu'ils se conforment à ce qui est devenu la normalité dans le monde du football? Pourquoi est-ce qu'il a tant de mal, N'Golo Kanté ou son entourage, à revendiquer un comportement, j'allais dire éthique, normal, mais au fond normal? Soit parce qu'il y a un loup, c'est-à-dire qu'on a manqué un bout de l'histoire et qu'effectivement, peut-être qu'un sponsor a versé quelque chose à Jersey qu'on l'ignore, ce qu'on ne peut pas totalement exclure. Soit parce qu'il est extrêmement humble, encore plus qu'on ne pouvait l'imaginer, et qu'il ne veut pas se mettre en avant et qu'il est modeste. Soit il a un entourage un petit peu particulier, qui ne veut pas communiquer avec les médias ou qui avait peur que l'information soit déformée, ce qu'on ne peut pas exclure. Ce qui est vrai que ce que disait Yann, c'est que tous les autres ont répondu. Même quand ils disent qu'ils ne veulent pas répondre, ils répondent. Donc là, on était un peu surpris, mais ça nous a paru vraiment important de raconter quand même cette histoire, parce que c'est aussi ce que disait Yann, c'est-à-dire qu'on peut dire non. C'est ça. Souvent, lors de Football League 1, on nous a dit mais les joueurs, ils comprennent rien, comme si c'était des débiles. Ils sont sous la coupe de conseillers fiscaux qui leur disent quoi faire, comment faire. Non, ils ne sont pas débiles, les joueurs de foot. Ils lisent aussi la presse, ils lisent l'article, ils s'intéressent. Ils s'intéressent à leur argent, et on le voit bien dans l'article avec Ryan. N'Golo Kanté, il n'est pas désintéressé par l'argent, parce que dans la négociation qu'il mène avec Chelsea, il tient quand même à toucher son salaire qui est extrêmement important. Mais voilà, il dit ça, et moi je trouve ça bien, parce que finalement, quand on nous dit à quoi ça sert vos histoires, parfois on est bien en peine de répondre. Hein. On voit entre Football League 1 et Football League 2 que les agents, les transferts, ça n'a pas beaucoup évolué en 2 ans. Hein, et la FIFA ne fait pas grand-chose pour que ça évolue. Et qu'il y a des agents dont on avait dénoncé le comportement il y a 2 ans, comme Jorge Mendes, qui sont toujours là, qui continuent de faire fortune, et ça ne dérange personne. Mais on voit aussi qu'il y a des acteurs qui sont responsables, comme N'Golo Kanté, et peut-être d'autres. Et peut-être que son comportement donnera des idées à d'autres joueurs, jeunes aujourd'hui, qui liront cet article et qui se diront dans 1 an ou 2, non, on peut faire autrement. Moi aussi, j'ai envie d'être propre. Je gagne suffisamment d'argent comme ça, j'ai pas besoin en plus de cacher l'argent. 3, donc peut-être aussi. Alors, sinon, reprenons un peu dans l'ordre de vos révélations depuis le 2 novembre. Et d'abord, ce sujet qui peut paraître compliqué, mais qui est très important, du fair play financier. Yann, est-ce que tu peux me rappeler, moi, vraiment la néophyte, en quoi ça consiste et pourquoi certains clubs se sont mis en tête de le contourner? Oui, c'est l'un des sujets qui a fait le plus de bruit parce qu'il touche le PSG, qui est le plus grand club français. Alors, pas seulement le PSG, on en parlera, on a aussi révélé des failles du fair play financier sur d'autres clubs. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous, on préfère parler de dopage financier. Pourquoi? Parce que je pense que c'est plus facile à comprendre. Et c'est quoi le dopage financier? C'est le fait d'injecter de l'argent à fond perdu dans un club pour acheter les meilleurs joueurs, leur donner des super salaires et finalement fausser la compétition. C'est-à-dire que le dopage financier, c'est comme du dopage, mais avec de l'argent. Et c'est même beaucoup plus efficace que le dopage normal avec des produits. Voilà. Pourquoi? Parce que si vous êtes le plus riche, vous pouvez acheter les meilleurs joueurs. Et au final, statistiquement, même s'il y a un espèce de plafond au sommet de la Ligue des Champions, au final, vous gagnez plus de matchs que les autres. Et le fair play financier, ce sont des règles qui sont justement destinées à empêcher ça, ou en tout cas à freiner ça. C'est-à-dire qu'il y a 2 règles. La première, c'est, pour faire simple, vous ne devez pas dépenser plus que vous gagnez. Vous n'avez pas le droit d'être en déficit. Vous êtes dans un petit déficit, mais très léger, 10 millions par an, ce qui, pour un grand club de foot, est quasiment zéro. Et la deuxième chose, c'est que quand vous avez des sponsors, et notamment pour le PSG, les sponsors du Qatar, c'est-à-dire en gros des sponsors qui ne sont pas vraiment des sponsors, mais qui, disons, sont liés à votre actionnaire et sont plus des mécènes que des sponsors, eh ben, vous pouvez toucher cet argent qu'à sa valeur de marché. C'est-à-dire, vous devez comparer les contrats avec un contrat normal, par exemple avec Nike ou avec Emirates, qui sont des sponsors normaux du PSG. Et la valeur, ça doit être la même que celle qu'aurait payé n'importe quel sponsor qui n'est pas lié à votre club. Et ce qu'on a révélé avec le PSG, mais aussi avec Manchester City, qui sont tous les deux détenus par des États du Golfe, par des émirs, le Qatar pour le PSG, Abu Dhabi pour Manchester City, c'est que justement, via des contrats de sponsoring bidon, ils ont injecté de l'argent absolument massivement dans leur club. 1,8 milliard d'euros pour le PSG, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est absolument colossal. 2,5 milliards pour Manchester City. Et c'est grâce à ça que le PSG a pu s'offrir Neymar, a pu s'offrir Mbappé, donc a claqué 400 millions d'euros uniquement pour ces 2 joueurs à l'été 2017, chose qu'il n'aurait jamais pu faire s'il n'avait pas eu ces subventions déguisées du Qatar.
D'accord. Et c'est vous qui avez inventé l'expression dopage financier? Parce que moi, je ne l'avais jamais entendu. Non, l'ancien numéro 2 de l'UEFA, qui est aujourd'hui le patron de la FIFA, la Fédération mondiale, a employé cette expression de dopage financier, justement pour dire qu'il allait le punir sévèrement. Et c'est le second volet de nos révélations, c'est qu'au lieu de punir sévèrement, il a couvert. D'accord. Alors, juste, vous parlez aussi de fraude. Peut-être ça a pu choquer quelques lecteurs, parce que, au fond, est-ce que ça veut dire qu'il y a un délit pénal possible derrière ces arrangements? Pourquoi utiliser ce terme de fraude? Alors c'est une chose que certains supporters, sans doute un peu trop passionnés du PSG, nous ont reproché, c'est que ce qu'il faut voir, c'est le monde du sport, comment il fonctionne. C'est qu'en effet, ce n'est pas une fraude à la loi, ce n'est pas un délit pénal, mais par contre, c'est bien une fraude au règlement de l'UEFA, c'est-à-dire la Fédération européenne de foot. Pourquoi? Parce que le foot, malheureusement, est un monde qui vit avec ses propres règles. C'est-à-dire c'est un droit privé. Vous avez les règles de la FIFA, de la Fédération mondiale, vous avez les règles de l'UEFA, qui s'appliquent avec un tribunal interne. C'est-à-dire quand vous fraudez, vous ne vous retrouvez pas devant le tribunal à Paris, par exemple, pour le PSG, vous vous retrouvez dans un tribunal interne de l'UEFA en Suisse, là où est son siège. Et si jamais vous voulez faire appel, vous vous retrouvez devant un tribunal arbitral, donc qui lui aussi est un tribunal privé, toujours en Suisse. Et donc c'est un monde qui fonctionne en vase clos, avec ses règles privées et sa justice privée. Mais par contre, ces règles-là, elles s'imposent aux clubs. C'est-à-dire que tous les clubs qui sont qualifiés pour la Ligue des Champions, la Ligue Europa, doivent signer un papier pour s'engager à les respecter. C'est une vraie loi, même si c'est une loi privée. Et quand on viole cette loi, c'est une vraie fraude. Et j'en veux pour preuve que les sanctions sont extrêmement importantes. C'est des sanctions que les juristes qualifient... Tu veux dire en théorie Ah non, en pratique. En pratique qualifient de quasi-pénales. C'est-à-dire que vous pouvez être exclu de la Ligue des Champions, et c'est arrivé pour d'autres clubs par le passé, ce qui est évidemment pour un grand club une catastrophe. Et vous pouvez avoir des amendes qui se chiffrent en dizaines de millions d'euros. Donc qui sont tout à fait comparables à celles que pourrait prononcer un vrai tribunal, enfin un tribunal d'État. D'accord. Mais est-ce que, je ne sais pas qui veut répondre, mais est-ce qu'il y a des victimes de cette fraude, pour reprendre votre expression, et lesquelles? Michael, tu veux... Oui, il y a des victimes. C'est-à-dire que ce qui est un peu surprenant dans notre enquête, c'est que les gendarmes donc, qui cautionnent en fait cette fraude sont ceux qui l'avaient instaurée au début. C'est pour ça qu'il y a un côté un peu injuste. On tape sur Michel Platini, notre idole à tous, qui avait instauré lui-même, quand il était président de l'UEFA, le fair play financier. Et puis on s'aperçoit que quelques années plus tard, en fait, il n'y arrive pas. Il n'est pas à la hauteur de ce qu'il avait imaginé. La pression est trop forte, les enjeux politiques, économiques sont trop forts. Et donc, avec Gianni Infantino, qui dirige aujourd'hui la FIFA, il cède. Mais pourquoi il avait imaginé ça? Parce qu'en fait, l'argent tue la compétition, comme l'a dit Yann. Parce que quand le PSG, en France, gagne tous ses matchs de championnat, pour l'instant 12 matchs, 12 victoires, déjà, on s'ennuie. Et puis les autres clubs, ils sont victimes. Lyon, Marseille, Rennes, qui vous voulez, ils ne peuvent pas être en concurrence, en fait, puisque les autres peuvent, en fait, injecter de l'argent sans fond. Donc les victimes, ce sont les autres clubs, ce sont les supporters. Et c'est peut-être même l'UEFA elle-même dans cette histoire dont on pourrait considérer finalement que ses dirigeants l'ont trahi, puisqu'ils ont fait dans le dos des instances officielles qui devaient rendre des sanctions et des décisions là-dessus. Ce sont les hauts dirigeants qui ont dit, c'est comme si le président de la République passait au-dessus de la justice et faisait des arrangements en direct en France. Donc oui, il y a des victimes. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'elles puissent se saisir de vos révélations pour, du coup, si je comprends bien, aller devant un tribunal arbitral Alors ça, c'est ce qui m'a beaucoup frappé. C'est qu'en effet, il y a beaucoup de victimes, et pas seulement en France. Les victimes, c'est qui? C'est tous les clubs qui ont perdu, par exemple, en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, face au PSG, face à Manchester City, face aussi aux clubs russes. On a une série de révélations sur justement comment les clubs russes, eux aussi, ont été dopés par l'État. Donc ces clubs-là, ils pourraient se dire, on a perdu, pas parce qu'on était moins bons, mais parce que les autres sont dopés à l'argent. Et donc, il y aurait pu avoir tout un tas de clubs qui déposent un recours devant l'UEFA, et jusqu'à présent, personne ne l'a fait. Donc, ce qui montre aussi la forme d'omerta qui règne dans le milieu du foot, la crainte aussi qu'inspirent les grands clubs, parce qu'ils sont puissants, parce qu'ils sont riches, parce qu'ils se payent les meilleurs avocats aussi. Voilà, parce qu'ils ont évidemment d'excellents avocats qui peuvent payer très cher, parce qu'il y a aussi un risque d'être blacklisté, de ne plus être dans les instances, et parce qu'il y a aussi des intérêts croisés. C'est-à-dire qu'on se dit, certes, je ne gagnerai pas contre le PSG, mais finalement, il fait monter la valeur du championnat, donc au final, je m'y retrouve un peu. Donc il y a tous ces mécanismes-là qui jouent, et qui font que, et d'ailleurs pas seulement en France, également en Angleterre ou dans d'autres pays où il y a des victimes, pour l'instant, personne ne bouge. C'est dommage, je trouve, je me permets d'intervenir, parce que ce qui est dommage, du coup, c'est qu'il n'y a pas de débat, en fait. C'est-à-dire que nous, on révèle des faits, mais on pourrait espérer que ça suscite un débat et qu'on réfléchisse à comment faire pour améliorer tout ça. Quel type de compétition dans certains pays,
comme les États-Unis, qui n'est pas le moins libéral des pays, il y a des systèmes qui sont faits, qui sont pensés. Si on prend le basket, il y a ce qu'on appelle un salary cap, c'est-à-dire on ne peut pas payer plus qu'un certain salaire. Et puis, il y a des formes de recrutement qui font qu'on favorise les petits clubs, de manière justement à ce qu'il puisse y avoir un équilibre à moyen terme qui se fasse, que ça ne soit pas toujours les mêmes chaque année, etc. Donc, peut-être que le même système n'est pas adaptable exactement en Europe, mais on pourrait réfléchir à des choses alternatives. Or, il ne se passe pas grand-chose à ce niveau-là et c'est un peu regrettable. D'accord. Alors, le deuxième aspect de vos révélations sur le fair play financier, c'est quand même que les plus hautes instances du foot européen ont couvert cette fraude. C'est ça? Vous pouvez nous raconter un peu dans le détail comment ça s'est passé? C'est ça qui est absolument terrible, essentiellement pour l'UEFA, donc la Fédération européenne, c'est qu'on a Michel Platini, que tout le monde connaît en France, qui a inventé les règles, et son adjoint, donc Gianni Infantino à l'époque, qui aujourd'hui est donc l'homme le plus puissant du foot mondial, le patron de la FIFA, donc qui ont créé ces règles et qui, au lieu de les faire respecter, ont couvert les fraudes eux-mêmes de façon frauduleuse. C'est-à-dire qu'ils ont trahi leurs valeurs. Pourquoi? C'est-à-dire que quand ils ont vu que la pression était trop forte, qu'ils n'osaient pas, plutôt que de dire on est désolé, le système, on a été un peu trop ambitieux, on le change, ils ont fait des magouilles, des arrangements de couloirs, où en fait par tout un tas d'astuces, de rendez-vous secrets, de montages financiers, de clauses financières complexes, ils ont en fait couvert les différentes fraudes et blanchi les clubs, que ce soit le PSG, que ce soit Manchester City, que ce soit le Zénith Saint-Pétersbourg en Russie, parce qu'il ne fallait pas fâcher Vladimir Poutine à quelques années de la Coupe du Monde là, qui vient de se tenir en Russie cet été. Et donc, ils avaient l'apparence, j'allais dire, de la vertu et même de la sévérité. Ils disaient on va être très sévère, on va punir, etc. Alors qu'en coulisses, ils ont blanchi des milliards d'euros qui violaient les règlements qu'ils avaient eux-mêmes créés. Mais question naïve, hein, mais pourquoi, au fond? Parce que pour un Platini, il y a un risque réputationnel énorme à se faire prendre la main dans le sac comme ça. Alors ça, on l'a découvert en fait dans une note secrète, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des enquêteurs indépendants à l'UEFA, qui sont censés être indépendants, qui doivent mener les enquêtes sur le dopage financier. Et ce qui s'est passé, c'est que Platini et Infantino les ont totalement court-circuités pour négocier des arrangements très favorables dans leur dos. D'accord. Et c'en est à un point tel que quand l'accord avec le PSG en 2014 est passé, le président de cette chambre d'enquête indépendante a démissionné pour protester parce qu'il trouvait l'accord beaucoup trop favorable. Et là, ça a créé beaucoup de remous en interne à l'UEFA. Et le directeur juridique s'est senti obligé de rédiger des éléments de langage pour justifier en fait, le fait que le PSG a été très bien traité. D'accord. Et dans ce document confidentiel qu'on révèle, on a les raisons pour lesquelles le PSG et Manchester City et les autres ont été blanchis. C'est que, grand 1, on est face à des États. On est face au Qatar, à Abu Dhabi, à la Russie, des États puissants avec des très bons avocats qui peuvent lancer des procédures judiciaires sans fin et que donc on a peur parce que c'est des États et qui sont quelque part trop forts. Et la deuxième raison, elle est extrêmement cynique, c'est il ne faut pas tuer le business. Pourquoi? Parce que vous imaginez la Ligue des Champions sans Neymar, sans Mbappé, sans le Kevin De Bruyne, la star belge de Manchester City, et le spectacle ne serait pas aussi beau, ça risque de nous faire perdre de l'argent. Et donc, ils l'écrivent noir sur blanc, voilà, faut pas gâcher le spectacle, quoi. D'accord. Et alors, depuis ces révélations, est-ce qu'il y a eu des réactions du côté de l'UEFA en particulier? Non, lesquelles? très peu. On pouvait s'attendre à ce qu'ils communiquent un minimum, mais en fait, il ne se passe pas grand-chose. Ils sont très embêtés, ils sont mis en cause, en fait. Donc, il y a un nouveau président à l'UEFA. Mais qui a lui-même dû couvrir ce qu'avaient fait ses prédécesseurs et puis qui lui-même participe quand même de cette grande mascarade. Donc il est bien embêté. Est-ce qu'il va déclarer la guerre à l'ancien président de l'UEFA qui est maintenant président de la FIFA? On a l'impression que comme pour les clubs, tout ça va se jouer dans des couloirs et dans des réunions à huis clos et que moins il y a d'expression publique, mieux on se porte en espérant que ça passe au plus vite. Ce qui est choquant, c'est que déjà, ils ont mis quasiment 10 jours à réagir. Il y a eu un communiqué de presse, je ne sais plus, hier ou avant-hier, enfin très récemment. Donc déjà, ils ont mis le temps. Le nouveau président de l'UEFA, Alexander Seferin, n'a toujours pas prononcé un mot, quand même. Ouais. Alors même qu'on est face à un scandale massif qui a été relayé dans toute l'Europe. Hein. Et qu'est-ce qu'ils disent dans ce communiqué? Bon, il y a beaucoup de langue de bois. Il y a un seul paragraphe qui est un petit peu intéressant, où ils disent « Si des nouveaux éléments ont été révélés, on rouvrira des enquêtes ». Et ça vise qui? Ça vise Manchester City. Pourquoi? Parce que sur Manchester City, on révèle que l'UEFA a couvert le club, mais qu'en fait, le club avait encore plus fraudé que ce que l'UEFA pensait. Et donc, il y a des choses sur lesquelles que l'UEFA ne savait pas, et donc s'est fait rouler dans la farine par Manchester City. Ouais. Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, à Manchester City, c'est le cheikh Mansour, propriétaire du club, qui en fait paye les sponsors. C'est-à-dire que le club a des sponsors, mais sauf que l'argent des sponsors vient en secret
du chèque. D'accord. Donc voilà. Donc c'est le chèque qui auto-sponsorise son club en secret. Et ça, l'UEFA ne le savait pas. Et donc, pour se redonner une petite vertu, que dit l'UEFA quand on lit entre les lignes? C'est « Ah, Manchester City, là, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment pas bien, on savait pas, on va peut-être ouvrir une enquête contre eux. » Mais par contre, sur le fait que la direction précédente de l'UEFA a blanchi la fraude, là, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que ce qu'on peut malheureusement redouter, c'est que l'UEFA, quelque part, se dise « Allez, on va peut-être retaper sur Manchester City, comme ça, on va montrer qu'on fait quelque chose. » Mais par contre, tout le fait d'avoir blanchi les choses avant, les erreurs commises, voire les fautes commises par les précédents dirigeants, ça, on oublie. Et est-ce qu'au fond, en blanchissant, comme tu dis, les arrangements qui ont été faits ces dernières années, est-ce que du coup, l'UEFA a aussi créé une forme de jurisprudence? Enfin, une fois qu'on a dit OK, on valide tel arrangement à Manchester, ou ça crée une jurisprudence. Oui, mais c'est ce qu'on écrit d'ailleurs dans une analyse qui a un peu clôturé cette séquence. Et qui est en accès libre, c'est ça, ce soir. Voilà, je le dis à tous les. C'est que, en effet, par exemple, le PSG a déposé un recours contre la décision de l'UEFA. Alors c'était il y a un mois, c'était avant nos révélations, même s'ils ne l'ont annoncé qu'après. Et leur recours, c'est quoi? C'est de dire, en 2014, en fait, ils ont un contrat avec l'autorité touristique du Qatar qui est massivement surévalué. Il était à 215 millions d'euros. Les expertises indépendantes ont dit qu'il était quelque part entre 128 000 et 3 millions d'euros. Donc vous imaginez le gap jusqu'à 1700 fois moins cher. Et la clé justement du fait que l'UEFA a couvert, c'est que qu'a fait l'UEFA? Ils ont dit, ce contrat, on l'accepte à 100, alors qu'on sait qu'il vaut que 3. Bon. Et en plus, vous avez le droit de faire des nouveaux deals de sponsoring avec d'autres sponsors qataris. Donc en gros, rien ne changera, vous aurez toujours vos 200 millions, et c'est ce qui s'est passé. Depuis 6 ans, ils ont 200 millions d'euros par an de leurs sponsors qataris. Bon. Mais ce qui est officiellement écrit, c'est le contrat, il vaut 100. Et ça, l'UEFA a mis son tampon dessus. Et aujourd'hui, que dit le PSG? Vous nous l'avez accepté à 100, vous n'avez plus le droit de changer d'avis. Jurisprudence. Et on a même un juriste spécialisé qui s'appelle Antoine Duval, qui travaille dans un institut universitaire néerlandais très réputé, qui justement nous dit que tous les autres clubs par le passé vont invoquer la même jurisprudence. Ils disent, attendez, vous avez blanchi PSG, Manchester City, les Russes, moi je veux faire pareil. Et alors, on ne sait pas encore, c'est la jurisprudence qui le dira, mais ça a de bonnes chances de marcher. C'est-à-dire quelque part, en couvrant la fraude de certains... D'autres clubs s'en emparent, voilà. Et grâce à vos révélations... Finalement, en couvrant la fraude de certains, l'UEFA pourrait avoir quelque part légalisé le dopage financier. D'accord. Alors, autre sujet passionnant, et cette fois je me tourne vers toi, Michael. Tu as révélé un système de fichage ethnique, je ne sais pas comment appeler les choses autrement, qui a, si j'ai bien compris, perduré jusque cette année au sein du centre de formation du PSG. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots de quoi il s'agit exactement? Oui, pour donner un petit peu les coulisses de l'enquête et comment on a fonctionné, donc... Vous avez compris, Football League, c'est des millions de documents. Et donc, un jour, avec Yann, on tombe sur un compte-rendu d'une réunion interne au PSG. Et en fait, c'est une petite cellule qui se réunit, qui mêle des recruteurs, des gens du centre de formation, des entraîneurs d'équipes de jeunes, et où ils parlent en fait des joueurs qui pourraient recruter pour les former plus tard au PSG. Donc, c'est des joueurs tout jeunes, qui ont 12-13 ans. Et il y en a un qui a été repéré, qui joue à Rouen, en Normandie, et le recruteur local du PSG, puisqu'il fonctionne en province avec une cellule, en fait, ils ont un type par région, grosso modo, leur dit qu'il est vraiment excellent, il le note très bien, il décrit ses qualités, et donc tout le monde dit, faut lui faire une proposition à celui-là. Et en fait, Mark Westerlop, qui est l'homme qui dirige la cellule de recrutement du PSG, et qui est particulièrement spécialisé sur la province, dit, écoutez, je vous l'ai déjà dit, on a déjà trop d'Antillais et de Noirs africains sur Paris. Si on recrute en province, c'est pour trouver d'autres profils, donc on ne va pas encore prendre un Noir. Voilà. Et c'est hallucinant, parce qu'en fait, voir ça écrit noir sur blanc, comme ça, c'est sur un compte-rendu officiel, en plus. Sur un compte-rendu, en fait, de réunion officielle. Il y a des réactions Il y a des réactions, ça suscite des réactions qui sont dans le compte-rendu avec des gens qui sont outrés, qui disent, mais de quoi on parle? De quelle mixité? On recrute sur le talent, on ne recrute pas sur la couleur de peau. Et puis la fin du compte-rendu, c'est la suite du débat, réunion houleuse. Voilà. Et donc, en fait, on a trouvé d'autres documents dans le leak qui nous ont permis de comprendre par la suite comment ça s'était passé. Et notamment, on voit dans des échanges dans la réunion, à la direction générale du club, que sont évoqués des formulaires qui auraient été distribués et qui mentionneraient des origines. Alors, avec Envoyé spécial, avec qui on a mené cette enquête, on s'est dit qu'on allait essayer de retrouver ces formulaires pour voir ce que c'était. Donc des formulaires adressés à qui exactement? Des formulaires qui sont en fait ces fiches d'observation des joueurs. On ne savait pas encore vraiment ce qu'on allait trouver, mais qui auraient mentionné ses origines. Et en fait, en appelant des recruteurs et d'anciens recruteurs du PSG,
on s'est rendu compte que, comme ce recruteur de Normandie, Serge Fournier, un peu partout en France, il y avait des recruteurs qui remplissaient des fiches où ils signalaient les meilleurs joueurs qu'ils avaient joué pendant le week-end, mais qui avaient une case avec marqué origine, et que quand on cliquait dedans, de manière informatisée, il y avait 4 mentions qui apparaissaient: français, maghrébin, Afrique noire, antillais. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas refuser de cocher sa case. Il faut remplir. Et puis, en plus, le choix des mots, français, antillais. Voilà, les 3 autres catégories ne sont pas des Français. Ce ne sont pas des Français. Donc, les expressions trahissent bien la pensée de ceux qui ont produit, qui ont fabriqué ce document officiel. Il y a le tampon, il y a le logo du PSG, et tous ces gens-là remplissent. Et ça n'est pas contesté, rappelle-moi. Ça n'est pas contesté. Le PSG a dû le reconnaître quand on leur a mis ça sous les yeux. Et ce n'est pas un cas à part, parce que là, on veut réduire cette histoire à un joueur qui n'aurait pas été reconnu. C'est des centaines et des centaines de fiches chaque année, donc des milliers de fiches qui ont été remplies de la sorte en 5 ans. Des milliers de jeunes Français. Des milliers de jeunes Français qui ont été fichés de la sorte entre 2013 et 2018, qui ont été fichés, et un recrutement qui se faisait en fonction. C'est-à-dire le PSG ne conteste pas non plus que ce joueur dont je parlais tout à l'heure, il faut que j'arrête de vous voyez, n'a pas été recruté en raison de sa couleur de peau. Et donc pendant 5 ans, en fait, on a regardé les statistiques. C'est une cellule par ailleurs qui fonctionnait très mal, donc ils ont recruté peu de joueurs. Mais un seul joueur noir a été recruté pendant toutes ces années-là. Et le PSG ne conteste pas que c'est un fait. Un seul joueur noir en entre France, dans la cellule province, a été recruté pendant 5 ans. Alors, il n'y a pas eu énormément de blancs non plus, parce qu'il y a entre eux, alors le PSG dit 6, en fait, nous on trouve des chiffres plus élevés. Ils ont une petite dizaine de joueurs qui sont recrutés, mais un seul noir, ce qui ne représente pas beaucoup. Mais le vrai chiffre, c'est celui qu'on n'a pas. C'est combien de noirs ont été repérés par des recruteurs en province pendant toutes ces années, et qu'ils le sachent ou pas, les Parisiens écartés parce que la direction parisienne ne leur a pas fait de proposition pour la seule raison qu'ils étaient noirs. Donc il y a plein de joueurs aujourd'hui susceptibles de penser, qui se disent, mais si ça se peut, en fait, le PSG m'a pas fait d'offre, c'était pas parce que j'étais mauvais du pied gauche, c'est parce que j'étais un peu trop noir pour eux. Donc c'est une affaire de discrimination extrêmement choquante, comme on en voit très rarement, que ce soit dans le monde du football ou ailleurs. Et tu te souviens de l'affaire des quotas qu'on avait traitée en 2011 ensemble, c'est d'autant plus choquant dans le monde du sport, parce qu'on a toujours l'idée préconçu que dans le sport, il n'y a pas de discrimination. Non, regardez, il y a plein de noirs. D'ailleurs, c'est encore ce qu'on nous répond aujourd'hui. On nous envoie des photos du PSG avec plein de noirs dans les équipes de jeunes. Mais c'est justement parce qu'il y a tous ces noirs, en fait, que les dirigeants du PSG ont voulu blanchir l'équipe. C'est parce qu'ils trouvaient quand même, c'est pas possible, on ne va pas jouer avec 11 noirs dans l'équipe. Il y a quelque chose comme ça très fort. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication, en fait. On a beau chercher dans tous les sens, mais qu'est-ce qui peut les conduire à ne pas prendre les meilleurs joueurs ? Parce que c'est la première question qu'on se pose. Mais qu'est-ce qui gagne à faire ce tri Mais c'est insensé. C'est insensé. Alors, on a interrogé des recruteurs qui maîtrisent moins leurs paroles que des dirigeants du PSG, donc qui disent, mais s'il y a trop de noirs, si dans un effectif d'1-3, il y a 20 noirs, tout de suite, c'est le bordel, il y a des risques que l'entraîneur soit mis en minorité, c'est la peur du communautarisme, en fait, qui ressurgit. Il y a des préjugés aussi sur les physiques des joueurs, ceux qu'on avait déjà rencontrés lors de l'affaire des quotas. Il y a des préjugés sur l'intelligence de jeu. C'est-à-dire, on nous dit, oui, il fallait aussi recruter des joueurs avec une certaine intelligence de jeu. Autrement dit, des blancs, comme si les noirs n'avaient pas d'intelligence. Donc c'est extrêmement choquant. Alors bien sûr, au PSG, où on maîtrise un peu mieux sa communication, on se garde bien d'employer de telles expressions. Mais à part des préjugés de ce type et de ce ressort, on ne voit pas bien ce qui pourrait conduire une entreprise à ne pas choisir les meilleurs éléments. D'accord. Et alors, l'information presque, j'allais dire plus importante, je ne sais pas ce qu'il y a de pire, mais en tout cas, la direction a couvert ce système ou l'a encouragé parce qu'elle a l'air de se dédouaner aujourd'hui en disant mais c'est une dérive individuelle. Alors il y a différents niveaux de responsabilité. En fait, quand il y a eu cette réunion dont je parlais tout à l'heure en 2014, la première réunion c'est en mars 2014, et donc les gens qui participent à la réunion et qui sont choqués font remonter l'information. De manière très officielle. On en parle au comité d'entreprise, il y a des réponses officielles de la direction, les gens sont unanimes. Il n'y a pas une personne présente à la réunion qui conteste ces propos. Et donc là, les documents auxquels on a eu accès grâce à FootballX montrent que la direction ne remet pas en cause du tout l'existence de ces propos. Bien au contraire. Ils se demandent juste comment ils vont réagir. Et ils consultent, ils réfléchissent, et l'évidence, c'est que c'est un délit pénal, et donc que c'est une faute grave, et donc qu'il est possible de licencier. Mais on le voit dans des échanges que Jean-Claude Blanc, qui est le numéro 2 du club, et la directrice des ressources humaines vont faire le choix inverse. C'est-à-dire qu'ils en discutent et ils se disent les conséquences, les répercussions pour le club peuvent être terribles si on le licencie, notamment parce qu'il risque de dire que c'est une demande de la direction, ce qu'il avait déjà dit lors de la réunion. Parce qu'il avait dit lors de la réunion, moi j'en ai marre de passer pour le vilain petit mauvais canard, c'est une demande de la direction. Donc ils ont peur de ça, ils ont peur que les formulaires dont je parlais tout à l'heure, ces fiches d'observation avec la mention des origines, sortent dans la presse, d'autant que dans les comités d'entreprise,
Il y a des entraîneurs, il y a des formateurs qui ont dit écoutez, franchement, on n'a pas envie, on est attaché à ce club, on l'aime, mais là, ça va sortir quelque part. Quelqu'un va craquer et va le donner à un journaliste. Et la réponse de la direction à l'époque, c'est pas de dire attendez, vous inquiétez pas, on va punir les fautifs, c'est de dire si ça sort dans la presse, on punira, on retrouvera et on punira ceux qui auront fait fuiter ça. Donc au lieu, c'est toujours pareil, c'est les lanceurs d'alerte en fait qui menacent d'être sanctionnés, on les fait taire, on étouffe, d'ailleurs la direction parisienne y parvient, puisqu'il faudra 4 années supplémentaires pour qu'on sorte cette affaire, et à l'époque leur seul but c'est d'enterrer, aussi parce qu'ils ont entendu que la directrice des ressources humaines dit, j'ai entendu dire par plusieurs personnes que dans des réunions, le numéro 3 du club, Olivier Létang, aurait tenu des propos similaires. Donc ils ont bien conscience qu'en fait, c'est toute une dynamique du club, contrairement à ce qu'ils voudraient faire croire aujourd'hui, que ce n'est pas une initiative individuelle, et qui peut le croire, franchement. Quelqu'un qui aurait mis un système tout seul avec des milliers de fiches qui arriveraient, et des recruteurs seraient au courant, mais personne au sein du club, tout montre le contraire. Y compris le fait que même après le départ de Marc Westerlop et de Olivier Létang, les deux personnes dont je parlais de cette direction sportive qui étaient les principaux en charge de ce recrutement, ces fiches ont continué jusqu'au printemps 2018 de circuler. Pendant des mois et des mois, les recruteurs continuaient d'envoyer ces fiches avec mention des origines. Alors, qui les ouvrait, ces fiches ? Elles allaient directement à la poubelle, c'est absolument impossible. Donc, les gens au club étaient informés. Donc, aujourd'hui, bien sûr, ils jouent leur tête. C'est l'opprobre total. C'est horrible pour eux de se retrouver avec ça. C'est une tâche indélébile dans leur carrière. Et c'est des gens, Jean-Claude Blanc, c'est quelqu'un qui rêve de participer aux JO, à l'organisation des JO. C'est des gens qui ont une grande carrière, qui sont très respectés. Et donc, bien sûr, ils disent, mais non, on n'était pas au courant. Mais nous, on a les preuves, malheureusement pour eux, qu'ils l'étaient parfaitement. Alors, Yann, pour continuer sur ce sujet, je crois que le PSG a annoncé un audit interne. Qu'est-ce qu'il faut en attendre ? Deuxième question, est-ce que la justice peut, ça me semble évident, mais s'emparer du sujet, sur une question pénale ? Déjà, ces deux-là. En fait, il y a plusieurs choses qui se télescopent. Ouais. C'est-à-dire que déjà, il y a quelque chose que nos téléspectateurs doivent comprendre, c'est que le PSG a eu 1 mois pour peaufiner sa riposte. Oui. Les premières questions, que ce soit sur le fair play ou sur le reste, ils les ont reçues il y a 1 mois. C'est des questions extrêmement détaillées, donc ils n'ont eu aucune surprise. Ils savaient parfaitement ce qu'il y aurait. Donc, on sait qu'ils ont énormément réfléchi, qu'ils ont énormément contacté. D'ailleurs, c'est Malek Bouti qui nous répond, ancien président de SOS Racisme. C'est-à-dire Jean-Claude Blanc refuse de nous répondre, quand même, ce qui est fou, alors que c'est à lui qu'on veut poser la question. Voilà, on sait que vous saviez. Le fameux Westerlop non plus. Il a jamais... Lui non plus. Mais nous, on voulait surtout poser des questions à Jean-Claude Blanc, parce que c'est lui qui était en charge, et là, il ne veut pas, et qui nous amène Malek Bouti, ancien président d'une association antiracisme. On a été scotchés. Bon. Mais pardon, qu'est-ce qu'il vient faire là ? Lui, il est payé par le travaille, PSG ? Alors, on ne sait pas s'il est payé pour le PSG, mais en tout cas, il collabore avec la Fondation PSG. Et c'est à ce titre-là, nous a-t-il dit, qu'il a été missionné par le club pour répondre à nos questions. Donc en fait, on peut... lui, ça ne l'intrigue pas, pour le moins, qu'il y ait une catégorie maghrébin dans ce qui est également très troublant, c'est que SOS Racisme, donc l'association dont il a été le président, donc il y a eu plusieurs annonces de plaintes par des associations antiracistes, comme l'ICRA, comme le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires. Mais SOS Racisme, non, n'a pas souhaité déposer plainte et surtout a publié un communiqué qui disait qu'elle ne croyait pas à un système au PSG. Un système de fichage ethnique. Or, quand on sait, comme l'a dit Mickaël, qu'il y a eu des centaines, voire des milliers de fiches, que ça a duré pendant 4 ans, que le PSG lui-même reconnaît dans un communiqué officiel des pratiques illégales, et vous avez SOS Racisme qui est, excusez-moi, plus blanc que blanc et dit non, nous, on ne pense pas qu'il y ait un système. Bon, cette parenthèse étant refermée, donc le PSG a eu tout le loisir de préparer sa défense. Et qu'est-ce qu'ils ont fait le jour de la publication ? Ils ont annoncé une enquête interne. Voilà, une enquête interne. Mais c'est quelque chose qui est une blague. C'est-à-dire que comment vous pouvez faire une enquête interne quand, le même jour, vous décrétez que la direction n'y est pour rien ? Donc déjà, vous faites une enquête alors que vous avez déjà annoncé quelque part le résultat. Et par ailleurs, il y a également les instances du foot. La Fédération française, la Ligue, qui eux aussi vont se pencher sur le dossier, qui vont auditionner les principaux acteurs. Donc là, c'est des enquêtes au niveau des instances du sport. Et à notre connaissance, aujourd'hui, ce qui est un peu surprenant quand même, la justice ne s'est toujours pas saisie du dossier. En tout cas, aucune ouverture d'enquête préliminaire n'a été annoncée, alors même qu'on parle d'un délit pénal passible de peine de prison. Donc voilà. Donc ça va être assez intéressant de voir un petit peu comment toutes ces enquêtes parallèles se... Parce que ce serait quoi le délit qui pourrait être retenu, l'infraction Alors là, je sèche. Mickaël, un fichage ethnique, en fait, ça peut être puni de 5 ans jusqu'à 5 ans de prison, sans compter une amende. Donc après,
Voilà, Marc Westerlope, il n'a pas tout à fait pas répondu parce qu'il a commencé à dire à Martin Boudot, avec qui j'ai fait enquête, que le document qu'il avait entre les mains était un faux. Okay. Donc il a quand même honte voilà, de ce qu'il a fait. Il se rend bien compte que c'est grave, c'est déjà ça. Donc il n'a pas assumé, il a dit non, c'est un faux. On le voit, on a montré sur Mediapart un extrait d'envoyé spécial à ce sujet. Et puis dans un deuxième temps, il s'est réfugié dans le silence. Parce que ces gens, en fait, ils sont encore en poste par ailleurs. C'est d'ailleurs le côté complètement fou de cette histoire. C'est que le petit jeune dont je vous parlais qui n'a pas été recruté, qui s'appelle Yam Bo, qui avait 13 ans à l'époque, il ne s'était pas trompé, le recruteur. C'est devenu un très bon joueur. Rennes l'avait repéré aussi et l'a pris. Et il a signé un contrat pro l'année dernière à Rennes. Donc c'est un joueur de l'effectif de Rennes. Mais malheureusement pour lui... Il a marqué un but contre le PSG, non? J'ai retenu ça dans ton papier. Quand il était à moins de 17 ans, l'année dernière, il a éliminé le PSG en demi-finale de la Coupe de France de son âge. Il a remarqué en finale. Il fait partie de l'équipe de France des moins de 18 ans. C'est un espoir du football français. On ne sait jamais à 18 ans qui fera une grande carrière ou pas. Mais en tout cas, c'est un espoir important du football français. Et malheureusement pour lui, le pauvre, qui n'y est pour rien dans cette affaire, qui est une simple victime, le président du Stade Rennais, c'est qui? C'est Olivier Létang, le numéro 3, l'ancien numéro 3 du PSG, l'ancien directeur sportif du PSG qui a supervisé toute cette politique et qui se retrouve être son président. Et dès qu'il est arrivé au club du Stade Rennais, Olivier Létang, qui est-ce qu'il a recruté? Marc Westerlope. Le type donc, qui dirigeait la cellule recrutement, qui avait tenu ses propos, qui a conduit, c'est lui qui faisait les synthèses des fiches, ensuite qui relayait Olivier Létang, etc. pendant des années. Donc il se retrouve dans son club avec des gens qui, il y a 5 ans, n'ont pas voulu le recruter en raison de sa couleur de peau. D'accord. Et juste pour finir de répondre à ta question, il y a quand même une évidence dans cette affaire, c'est qu'il n'y a que la justice qui peut faire la lumière sur cette affaire. C'est-à-dire que le PSG puisse enquêter sur lui-même, c'est totalement ridicule. Les instances, c'est également compliqué, parce qu'il y a des liens d'intérêt entre le PSG et les instances du foot. Très clairement, il faut que la justice s'en saisisse, parce qu'il y a qu'elle qui peut offrir les garanties d'impartialité à une enquête de cette nature. Et si besoin, vous collaborerez avec la justice et les documents sont à disposition Les documents qu'on a publiés sont à disposition de la justice. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que les langues se délient un peu depuis la publication de l'article, notamment Le Parisien, qui a sorti des articles très intéressants, puisqu'ils ont découvert ce qu'on ignorait, qu'y compris en région parisienne, il y avait des fiches qui étaient remplies, qui étaient un peu différentes. Alors, c'était pas le même, c'était pas français, maghrébin, etc. Mais enfin, c'était pareil. Toujours pour intégrer le centre de formation du PSG. Voilà, toujours. On ne sait pas exactement l'usage qui en a été fait. Et par ailleurs, voilà, on ne voit pas, ça apparaît pas clairement au niveau du recrutement cette fois qu'on en tenait compte. Mais enfin, il y a aussi un fichier ethnique qui était plus général, qui discrédite aussi du coup la défense encore un peu plus s'il était besoin de la direction du PSG, puisque c'était fait y compris en Ile-de-France. Et puis on commence à parler d'autres clubs, de choses qu'on dit mais qu'on ne fait pas. Alors peut-être que tout le monde ne le faisait pas de cette façon, industrielle, par écrit, avec un tel fichage. Mais des journalistes commencent à dire qu'ils avaient entendu parler d'autres choses. À tel point que certains nous reprochent de dire des évidences et ne parler que du PSG. C'est-à-dire qu'on est au point où on nous dit mais tout le monde le fait, etc. C'est-à-dire qu'il y a 7 ans, au moment de l'affaire des quotas, c'était impossible qu'on mette ça en œuvre. Qu'est-ce qu'on racontait? C'était un projet. Alors juste rappelle-nous, c'était à la direction technique de la Fédération française de football que plusieurs dirigeants avaient approuvé la mise en place d'un système de quotas pour limiter... du directeur technique national. Du directeur technique national. Et avec l'assentiment de Laurent Blanc, qui en rajoutait même sur le physique des Noirs, etc., qui le contrariait visiblement. Il y avait eu ce projet de limiter par des quotas le nombre de joueurs d'origine étrangère susceptibles d'intégrer les centres de formation de la Fédération française de football. Et est-ce que tu dirais qu'on a progressé quand même dans la réception de l'information et de nos révélations par le monde du football, même par les médias? Est-ce que vous êtes davantage cru aujourd'hui qu'il y a 7 ans? Alors, il y a 7 ans, on s'était embarqué dans des faux débats. Malheureusement, tu t'en souviens, on nous avait dit, parce qu'il y avait 2 raisons qui étaient avancées à l'époque, auxquelles on avait du mal à croire, mais bon, qui étaient celles qui étaient avancées, qui étaient peut-être pour se donner bonne conscience, j'en sais rien, qui étaient de dire, il y a 2 problèmes en fait. Il y a le physique des Noirs, ils sont tous grands, puissants, costauds. Donc voilà, si on va trouver des Blancs, c'est parce qu'en fait on a raté Antoine Griezmann, donc il faut qu'on aille chercher des petits Blancs. Donc c'est pas contre les Noirs, mais bon, ils sont comme ça, voilà. Et puis la deuxième raison, c'était la binationalité. La binationalité, c'était quoi? C'était qu'à l'époque, il y avait une polémique parce que certains joueurs qui avaient des origines étrangères sont susceptibles de finalement jouer pour le pays de leurs origines et de choisir de ne pas jouer pour l'équipe de France. À l'époque, on ne trouvait aucun joueur de grand talent qui avait préféré jouer pour le Maroc ou l'Algérie plutôt que pour la France. 7 ans plus tard, toujours pas. Mais voilà, c'était la grande peur, en fait. On allait former des joueurs, payer pour les éduquer, les former pendant des années, et puis ils allaient jouer pour une autre sélection plus tard. Donc il y avait ces 2 raisons
qui était avancé, prétexte ou pas, peu importe, mais en tout cas, le débat avait beaucoup focalisé là-dessus. Là, avec le PSG, c'est beaucoup plus clair, en quelque sorte. Il n'y a même pas de prétexte, c'est-à-dire ils sont noirs, il y a trop de noirs. Bon, donc on trouve autre chose, et pour dire que c'est quand même pas si grave, ou que c'est répandu, en fait. Et puis c'est dans toute la société. Pourquoi le football? Pourquoi vous en prenez au football? C'est justement le secteur de la société où il y a des noirs et vous tombez sur le football. Et pourquoi le PSG? Vous vous acharnez sur le PSG. Bon, nous... Est-ce que tu crois que si à l'époque, il y a 7 ans, le monde du football, la société dans son ensemble avait davantage cru à nos révélations, les avait prises au sérieux, avait pris des sanctions à l'encontre de ceux qui voulaient mettre en place tout ça, on n'en serait pas là aujourd'hui? Moi, j'ai tendance à penser qu'en tout cas, on leur a donné un blanc-seing. J'ai interviewé Mohamed Belkacemi, qui est le lanceur d'alerte de l'affaire des quotas, qui avait enregistré à l'époque la fameuse réunion. On publiera l'interview demain. Mohamed Belkacemi, il dit si des sanctions avaient prises, peut-être que ça n'aurait pas eu lieu au PSG. En quelque sorte, en disant Mohamed Belkacemi, il a dû partir de la fédération tellement il était placardisé, tellement il a été maltraité, il s'est senti tellement mal à l'aise qu'il a préféré partir. Il a dit on a choisi le DTN plutôt que celui qui avait lancé l'alerte, le directeur technique national, qui était celui qui avait fauté, mais on a préféré mettre dehors celui qui avait dit qu'il avait fauté. Et donc, finalement, au PSG, ils ont dû se dire, ça passe crème, quoi. On peut y aller, en fait. C'est ce que tu dis, c'est un blanc-seing, quoi. Finalement... pourquoi se priver quand on pense comme ça? Finalement, alors je ne sais pas s'il y avait des sanctions, il l'aurait peut-être fait, peut-être qu'ils se seraient plus cachés, peut-être qu'ils auraient dissimulé ça, j'en sais rien, mais en tout cas, à l'époque, on n'a pas eu le débat qu'il aurait dû avoir. C'est-à-dire que, à la fois, ça a choqué, mais la polémique a pris le pas sur la réflexion, et personne n'a fait l'effort de dire, visiblement, aux éducateurs. Et c'est pareil, la Fédération française de foot, tu t'en souviens, avait été silencieuse. À chaque fois qu'on a sorti des affaires de ce type depuis, il y avait eu des propos scandaleux qui avaient été tenus par l'ancien président du Havre, qui dirigeait le syndicat des présidents de clubs de foot, qui parlait des tribus africaines qu'on recréait dans les clubs, qui disait oui, des quotas on en fait tous, etc. Noël Le Graët m'avait raccroché au nez en disant qu'il s'en foutait de ces histoires. La Ligue ne s'y est jamais intéressée, c'est-à-dire que quand même, on enterre ces histoires, et donc on dit finalement quelque part au club, faites, on s'en fiche, quoi. Alors quand même, Yann, ça a quand même changé parce qu'on voit que les réactions ont été unanimes, que ce soit de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, de la Ligue professionnelle de foot, de la Fédération française de foot. Vraiment, les condamnations cette fois... Blanc, non à l'époque, non. Non, on l'a pas entendu. En 2014, il est entraîneur du PSG par ailleurs, mais pour le coup, il n'est pas concerné. Mais là, cette fois, les réactions ont vraiment été unanimes pour condamner, pour dire que c'était absolument scandaleux. Et peut-être une chose aussi qu'a dit Michael, c'est qu'on peut regretter que ce que montre aussi cette affaire, c'est que subsistent des stéréotypes racistes dans le foot, même si encore une fois, il ne faut pas généraliser. Mais certains pensent encore que les Noirs sont grands, costauds, mais peut-être un peu bêtes, et les Blancs sont petits, moins forts, mais très intelligents. Et on voit, il y a 2 joueurs dont on parle dans les Football Leagues qui démentent totalement ça. Quand on regarde N'Golo Kanté, donc il est milieu défensif, donc son job, lui, c'est de tuer les attaques dans l'œuf. C'est-à-dire les attaquants qui arrivent, et lui, il doit les intercepter et couper le ballon avant qu'ils arrivent donc lui, il est vraiment génial, parce qu'il paye ses impôts, et en plus, il fait la démonstration à lui tout seul, que les préjugés racistes... Il a une intelligence de jeu fabuleuse, et il fait 1m68, il est tout chétif. Et même chose pour Yann Bo, ce joueur qui n'a pas été pris par le PSG, il est meneur de jeu dans l'équipe de France des moins de 18 ans, donc ça aussi, c'est un poste qui nécessite une intelligence du jeu, de savoir construire une action, etc. Et lui-même est un petit gabarit, tout noir soit-il. Alors quand même, un mot, parce que ça fait beaucoup contre le PSG, là, sur le fichage ethnique, sur le fair play financier. Est-ce qu'il y a une forme d'acharnement, pour reprendre le terme de certains supporters du PSG, ou est-ce que ça démontre que peut-être vos sources seraient anti-PSG? Enfin, on peut imaginer tous les complots du monde. Alors pas du tout, c'est quelque chose qu'on a énormément entendu évidemment dans la bouche des supporters du PSG. Mais nous, notre credo, il est simple, c'est qu'on enquête sur tout ce qu'on a et sur tout ce qu'on trouve. Ouais. Donc on avait en effet beaucoup de choses sur le PSG, donc on les a enquêtées, on les a publiées, et c'est parfaitement légitime parce que c'est le plus gros club français, et donc c'est tout à fait normal de se pencher sur les pratiques du PSG. Mais comme on l'a dit, on a enquêté sur les clubs russes, on a enquêté sur Manchester City, on a aussi révélé un scandale qui, moi, me tient beaucoup à cœur, qui est celui d'un cartel de clubs. Donc, ils sont 4 très gros clubs européens, qui sont par ailleurs les pires ennemis du PSG. Hein. Donc, il y a le Bayern Munich, il y a la Juventus de Turin, le Real Madrid et le Barça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces 4 clubs? C'est qu'ils ont créé un cartel. Ils ont créé un projet de ligue privée, donc c'est ce qui peut se faire le
pire dans le foot, c'est-à-dire la Ligue des Champions, qui est une ligue au mérite. Vous la remplacez par une compétition fermée, où il n'y a que les riches qui ont le droit de participer, et donc qui prennent tout l'argent au détriment de tous les autres clubs, c'est-à-dire les pauvres, mais aussi les moins pauvres, les gros clubs, mais qui ne sont pas les très gros, qui sont dans le top 10 ou dans le top 15. Et non seulement ils ont fait ce projet-là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? C'est qu'ils ont fait chanter l'UEFA, la Fédération européenne, pour obtenir, et même écrire, une réforme de la Ligue des Champions qui en fait a plumé le foot français. Pourquoi? Parce qu'on a perdu des places en Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à cause de ce cartel, où le PSG n'a rien à voir, hein, le PSG est totalement innocent dans cette affaire, on n'a plus que 2 places alors que les 4 grands pays en ont 4. Et par ailleurs, ce cartel a obtenu que dans la répartition de l'argent, des droits télévisés essentiellement de la Ligue des Champions, il y ait plus d'argent pour les gros et moins d'argent pour les petits. C'est-à-dire ce que j'ai écrit, c'est Robin des Bois à l'envers. C'est les riches qui volent aux pauvres. Donc ça, c'est un scandale absolument total, qui a eu un impact financier extrêmement fort sur le foot français et sur quasiment tous les clubs français, mais aussi sur tous les clubs petits et moyens en Europe. Et cette affaire-là, elle concerne en rien le PSG. On a des comportements scandaleux de 4 grands clubs qui sont des ennemis du PSG, mais on en a beaucoup moins parlé. Et par ailleurs, on a également fait, là, très récemment, des révélations sur les mineurs. On parle de l'AS Monaco, on parle de Chelsea. Voilà, dans l'affaire N'Golo Kanté, on voit que Chelsea pousse N'Golo Kanté à faire un montage fiscal extrêmement limite. Et par ailleurs, les révélations vont se poursuivre. Donc, il n'y a absolument aucune animosité particulière. C'est comme dans tous les secteurs. En fait, quand on écrit sur un parti politique, on dit « Ah, vous en prenez un tel parti politique ?» Ben non, il se trouve qu'on écrit sur tous les partis politiques, mais ça dépend des moments. Ouais. Et là, on ne peut pas écrire sur tous les clubs, mais on écrit sur ceux sur lesquels on a des informations. Quand on écrit sur les magouilles chez Gucci, on ne nous dit pas « Vous inquiétez pas sur les concurrents ». Quand on écrit sur les discriminations chez Airbus, on ne nous dit pas vous n'écrivez pas sur tel ou tel concurrent. En fait, c'est comme ça que marche le journalisme, même si les gens ne le savent pas. Mais on ne se réunit pas un matin à 50 en disant allez, tous sur le PSG, on va les défoncer, on les déteste, on aime l'OM, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Enfin, je connais ton club de cœur. Hein, c'est ni le PSG ni l'OM. Donc voilà, on ne réfléchit pas de la sorte. Et donc, par contre, on a un devoir, c'est que quand on a des bouts d'informations et des pistes, on va au bout. Mais tu le sais, je veux dire, par exemple, la discrimination ethnique, pour revenir, moi j'ai déjà fait des articles sur le Paris FC, un club de 3e division. Voilà, c'est une problématique qui nous tient suffisamment à cœur et qu'on veut suffisamment documenter pour que, sans foot, que ce soit Dijon, le Paris FC, le PSG. Alors bien sûr, quand c'est le PSG, ça prend d'autres proportions. Et bien sûr que ça nous intéresse, le PSG, c'est quand même le club numéro 1 en France. Mais les gens ne s'imaginent pas comment on travaille. Et en fait, si on a des bouts d'informations qui nous permettent d'aller travailler sur Amiens ou sur Le Havre, on ira aussi. D'accord. Et alors, comme vous étiez tous les deux... Excusez-moi, sur le PSG, c'est que dans cette affaire de dopage financier, on avait énormément d'éléments, et notamment énormément d'éléments sur la manière dont les dossiers de dopage financier ont été traités par l'UEFA. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'au sein du consortium donc, EIC, dont tu parlais au début, donc c'est 15 médias, c'est quasiment 80 journalistes, qu'est-ce qu'on a fait? On a monté une équipe sur le dopage financier, où il y avait donc moi-même, des Allemands, des Anglais, des gens d'Europe de l'Est, basés en Roumanie, des Italiens. Et en fait, on a pris tous les dossiers de tous les clubs qui avaient eu des problèmes avec le fair play financier et on les a passés au tamis un par un. Voilà, on a aussi révélé, par exemple, que des clubs roumains, eux, s'étaient fait complètement matraquer par l'UEFA, alors même que les gros... Des petits clubs, voilà, qui se sont retrouvés exclus des compétitions européennes parfois pour quelques centaines de milliers d'euros de fraude. Vous voyez, on en est à 1,8 milliard. Donc le système tape sur les petits et épargne les gros. Exactement. On a montré que, par exemple, une information rigolote, dans le derby italien entre le Milan AC et l'Inter de Milan, l'un des deux a été exclu alors que c'était celui qui avait le moins fraudé. Enfin, vous voyez, donc on a vraiment sorti tout ce qu'on a pu sortir sur le sujet du dopage financier. Vous deux qui étiez déjà au cœur des révélations de la première saison des Football League il y a 2 ans avec Michel Henry, est-ce que vous diriez que des choses ont changé depuis, en 2 ans? À part visiblement le comportement de certains joueurs, on le voit avec N'Golo Kanté, il ne s'est pas passé grand-chose au niveau des instances, mais on pouvait le pressentir. On avait interrogé le nouveau président de la FIFA, celui qui était alors nouveau il y a 2 ans, qui nous avait fait une piètre impression. Et en fait, on le voit sur certains dossiers qu'on avait suivis il y a 2 ans, comme celui des mineurs, par exemple, les transferts des mineurs, qui est une grande problématique dans le football moderne. L'équipe a fait sa une là-dessus ce matin, à la suite d'articles qu'on a publiés hier, en y apportant leurs propres informations, etc. C'est un système terrible qui est un système d'exploitation, en fait, et qui est très du sud vers le nord, où on va chercher dans les pays en voie de développement
des jeunes gamins dont on espère qu'il y en ait un parmi les dizaines qu'on prend qui va être une pépite et qui sera revendu des millions et des millions quelques années plus tard. On n'a pas le droit de faire ça. C'est quoi les règles? Rappelle-nous on sur n'a pas le droit de les mineurs. déraciner un enfant qui a moins de 16 ans, et même s'il est sur le continent africain, par exemple, avant 18 ans, on n'a pas le droit de le faire venir comme ça et puis de l'abandonner subitement un jour parce que finalement, il n'est pas assez rapide, pas assez puissant ou je ne sais quoi. Donc, il y a des règles très précises qui existent pour conserver un cocon familial, pour que le jeune ne soit pas isolé de sa famille, etc. Et en fait, ces règles, elles sont abondamment violées par les clubs qui n'en ont rien à faire. Et il y a 2 ans, on avait commencé à raconter ça, on avait commencé à le documenter, et il nous avait semblé que c'était un des rares points. On s'est dit, tiens, peut-être que la FIFA a une sensibilité sur ce sujet, sur laquelle il y avait des sanctions. Autant d'un point de vue financier, les transferts, les agents, on avait l'impression que on pissait dans un violon et que rien ne changerait. Autant là, on avait un petit espoir, d'autant qu'il y avait eu des premières sanctions des clubs espagnols comme le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid avaient été sanctionnés. Alors les amendes sont ridicules par rapport au montant des transferts, mais certains clubs avaient été interdits de recruter pendant des mercatos. Et ça touche les clubs, parce que quand on ne peut pas se renforcer, c'est quand même drôlement contraignant. Et donc, avec les nouvelles informations qu'on avait publiées, on s'était dit qu'on allait aller peut-être vers du mieux et des sanctions plus lourdes, etc. Des meilleures enquêtes, etc. Or, 2 ans plus tard, on tombe sur des nouveaux documents, on tombe sur des cas plus lourds, c'est-à-dire que maintenant, c'est 3000 cas par an qui sont transmis à la FIFA. Donc, on ne compte même pas là-dedans tous ceux qui sont cachés, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Quand tu veux dire transmis à la FIFA, ça veut dire 3000 autorisations qui sont demandées, où en fait, grosso modo, très souvent, comme on l'a démontré dans certaines histoires avec le PSG ou Monaco, on fait croire que les parents viennent. On ne vient pas du tout parce que le petit a été repéré par l'académie de tel club. On vient parce qu'il se trouve que les parents ont trouvé un job. Et alors en fait, on s'aperçoit que c'est le club qui a trouvé un job, ou qui fait semblant qu'il y a un job, ou qui trouve un job pour le père dans l'administration du club. Mais en fait, que tout ça est maquillé pour pouvoir permettre d'intégrer ce jeune dans l'académie. Il y a de l'argent qui est versé aux parents. Ça, c'est autorisé? C'est-à-dire les clubs peuvent rémunérer les parents de... Non, c'est totalement interdit. Alors peut-être pour rappeler les règles, c'est que déjà, avant 16 ans, avant 15 ans, un mineur ne peut pas être rémunéré. Voilà. Ce qui est normal, c'est pour lui laisser justement sa liberté. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que... Et ses parents non plus. Donc. Et ses parents non plus. Et alors, le mineur lui-même ne peut pas être rémunéré avant 16 ans. Et ses parents ou ses éventuels agents, eux, ne peuvent rien toucher avant 18 ans. Pourquoi? Ces mesures, elles sont extrêmement simples. C'est qu'un jeune, il doit pouvoir être formé tranquillement, dans le cadre, et quand il a 16 ans, ou 15 ou 16 ans pour son contrat d'aspirant, ou quand il a 18 ans éventuellement pour son premier contrat pro, il doit être libre dans sa tête, il doit pouvoir avoir évolué et se dire j'ai plutôt envie de jouer au PSG, ou à l'OM, ou au Real Madrid si je suis très bon, ou dans un seul club, ou dans le club de mon choix. Et en fait, ce que font les clubs, c'est quoi? C'est qu'ils dépensent de l'argent, ils payent des agents qui eux-mêmes sont payés en fait pour bourrer le mou des familles, des parents, etc. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est les emprisonner, ces gamins, le plus vite possible et le plus tôt possible. C'est-à-dire les préempter et les emprisonner. Et pourquoi? C'est parce que un gamin que vous scotchez à 10 ans, ça va vous coûter 1000 fois, peut-être même 10 000 ou 100 000 fois moins cher que le même gamin à 18 ans. C'est-à-dire qu'à 10 ans, à 12 ans, à 14 ans, vous en tirez pour quelques dizaines de milliers d'euros. Et à 18 ans, ce sera peut-être en millions d'euros. Donc plus vous les ferez tôt, et moins c'est cher, et plus ce sera rentable après quand vous le revendez. Et donc vous avez zoomé sur... Même s'il y a 99% d'échecs, en fait, il suffit qu'il y en ait un qui vaille 10 millions ça reste rentable. quelques années plus tard, et c'est extrêmement rentable, c'est le jackpot. Il y a quelqu'un qui parle de gestion d'actifs, c'est ça, en parlant de ces mineurs Alors ça, c'est une enquête absolument horrible qui a été faite par certains de nos partenaires du consortium et que nous avons publié, qui est en fait une académie en Afrique, au Ghana, qui s'appelle Right to Dream, donc le droit de rêver. Donc c'est absolument terrible quand on en découvre les coulisses. Et qu'est-ce qu'on découvre? C'est que cette académie qui a un but officiel, en fait humanitaire, qui est de sortir des petits Africains de leur misère pour justement qu'ils rêvent et deviennent de grands joueurs de foot. Qu'est-ce qu'on a découvert? C'est que c'était en fait une annexe du club de Manchester City, donc détenu par l'Émirat d'Abu Dhabi. On voit noir sur blanc sur un papier que le but, c'est de leur assurer une domination totale sur le marché des joueurs mineurs dans toute l'Europe de l'Ouest. C'est-à-dire, vous imaginez, c'est du ratissage dans 15 pays, où on ratisse les gamins. On les met dans une académie. Manchester City paye en secret l'académie pour avoir l'exclusivité sur ces jeunes Africains via une société offshore aux îles Vierges britanniques. Donc en plus, voilà, on ne paye pas d'impôt là-dessus pour rajouter un petit peu l'horreur à l'horreur. Vu que ces gamins ils sont encore trop frais, on achète un club en Belgique, le club de Eupen, dans lequel on les transbahute pour qu'ils s'aguerrissent un peu en Europe. Et au final, soit quand ils sont un petit peu bons,
on les prête, on les revend dans des petits clubs. Et le pire de l'histoire, les autres, on les largue, ils sont en Europe, tant pis pour eux. Et le pire de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas un seul de ces joueurs qui a intégré l'équipe première de Manchester City. Malgré les millions d'euros dépensés. Question un peu provoque, parce que je ne sais pas quel est l'indice de pauvreté au Ghana, mais enfin j'imagine que voilà, c'est un pays très très pauvre. Est-ce que malgré tout ce système d'exploitation que tu décris, ce n'est pas un système gagnant-gagnant pour les familles, même si à l'arrivée le joueur joue dans un tout petit club, même s'il ne devient pas footballeur professionnel, est-ce que quand même il n'y gagne pas en termes d'éducation, voire de diplôme? J'ai vu qu'il y en a qui étaient envoyés aux États-Unis étudier quand même. Alors c'est un système qui est complexe, parce qu'en effet, même si ça ne dure que quelques années, ces jeunes Africains, ces jeunes mineurs africains peuvent en effet avoir une éducation, peuvent avoir un salaire quand ils arrivent en Europe, qui ne sont pas des salaires mirobolants, mais qui pour eux, sont des salaires très importants. Mais le souci, c'est que même s'il y a en effet des avantages, on n'est pas dans l'esclavage pur et dur, le problème, c'est l'énorme taux de déchets qu'il y a. C'est-à-dire que sur ces dizaines et ces dizaines de jeunes Africains, il n'y en a que très peu qui finalement vont réussir, et les autres, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes en Europe, déracinés, loin de chez eux, et on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. D'accord. Une question quand même, Mickaël, sur Mbappé, voilà, un autre des chouchous, un autre chouchou des Français. Il vous a été un petit peu reproché de faire un papier, une manchette sur des révélations qui, au fond, avaient l'air de ne rien pointer d'illégal, d'irrégulier, de frauduleux. Est-ce que tu peux nous résumer ce que vous avez révélé sur Mbappé et puis pourquoi vous l'avez fait, au fond? On a raconté les coulisses du transfert de Kylian Mbappé, on en a parlé avec Yann, on s'est posé la question. Qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on ne raconte pas? On se le pose pour chaque question. Qu'est-ce qui est d'intérêt public? Dans un leak, on a accès à des tonnes d'informations. Certaines relèvent du privé, donc on ne publie pas tout ce qu'on a, fort heureusement. Et notre objectif, c'est de publier tout ce qui est d'intérêt général. Et il nous a semblé que ce transfert, comme d'autres, il était d'intérêt général. Effectivement, Mbappé l'a dit, on n'a jamais dit le contraire, il ne paye pas ses impôts. Il se retrouve quand même acculé, quasiment, à devoir dire « je paye mes impôts ». Alors, on ne l'a pas acculé, pour ceux qui ont lu l'article, c'est pas un article à charge, c'est un article, en revanche, qui nous renseigne énormément sur le monde du football, qui nous dit, voilà, Kylian Mbappé, voilà ses demandes, voilà ce qu'il exige, voilà ce qu'il espère. C'est complètement faramineux en termes d'argent, en termes de jet privé, en termes de tout ce qu'on veut. Et donc ça nous a semblé intéressant et révélateur du monde dans lequel il évoluait. D'ailleurs, si je peux te couper, Kylian Mbappé s'est senti obligé de réagir à cet article. Il a accordé une interview à la télévision suisse. Et au cours de cette interview, il dit « Oui, l'argent du foot est indécent ». En effet, pour rappeler, ce qu'on avait révélé, c'est qu'il avait demandé 55 millions d'euros ultra net d'impôts, c'est-à-dire il dit au PSG, je veux 55 millions dans ma poche et vous vous débrouillez pour payer mes impôts à ma place. Je veux 50 heures par an de vol en jet privé, je veux une maison avec un majordome, un chauffeur, un garde du corps, etc. Bon. Donc il n'a pas tout eu, il a eu le salaire, mais il n'a pas eu, par exemple, les voyages en jet privé. Et c'est vrai que ça dit beaucoup de choses sur la spéculation dans le monde du foot et quelque part le fait que cet univers est un peu devenu fou, qu'un gamin de 18 ans, même aussi talentueux que Kylian Mbappé, fasse ce genre de demande. Et donc qu'est-ce qu'il a répondu à la télévision suisse? C'est « Oui, l'argent du football, c'est indécent, mais c'est un système, et c'est comme ça. Moi, je suis dans le système, et voilà. Et donc, ça marche comme ça. » Et donc, Kylian Mbappé nous dit lui-même « Oui, je comprends que ce que je gagne puisse choquer, ce que j'ai pu demander dans la négo puisse choquer. Mais voilà, le système est comme ça, et il n'y a pas de raison, finalement, que j'en profite pas. » Il n'a pas demandé aussi dans la négociation un financement pour un terrain à Bondy, quand même? J'allais le dire, en fait. Il y a un aspect sur lequel il n'est pas égoïste du tout, qui est plutôt agréable quand on lit. C'est qu'il vient de Bondy, Mbappé, dans la région parisienne. Et en fait, le PSG communique beaucoup sur la façon dont le Qatar aide les banlieues, etc., etc. Et bon, il y a une règle qui est un peu technique dans le football, c'est que quand un jeune joueur est transféré à l'étranger, en fait, il y a une part de l'argent qui est reversée au club formateur. Donc, si Mbappé était allé au Real Madrid, comme ça a été un temps envisagé, en fait, l'AS Bondy, son club formateur, aurait pu toucher 1,8 million d'euros et aurait pu refaire le stade en synthétique qu'il espérait faire dans la ville. Mais Mbappé a choisi d'aller au PSG. Et donc, comme c'est un transfert franco-français, puisque Monaco est considéré comme la France dans le monde du football, Bondy n'a pas touché l'argent. Et donc, Mbappé dit, voilà, si vous pouvez faire un geste, c'est un transfert à 180 millions d'euros. Bon, le stade, il vaut que 1 million à être rénové. Et franchement, ça serait bien, sinon ils auraient touché l'argent, faites un petit geste. Et le PSG dit, explique que pour des raisons juridiques, ça va être compliqué, etc., mais qu'ils se pencheront là-dessus plus tard.
Ils ne le font pas, la maire de Bondy s'en inquiète, il y a des discussions, etc. Et puis voilà, on est plus d'1 an après, le PSG n'a pas rénové le stade, ne compte pas le faire visiblement. Et donc toute cette communication aussi qui est faite par le PSG, par le Qatar autour de l'aide qu'ils portent, les belles photos qu'ils font avec Kylian Mbappé à Bondy, etc. C'est un moyen aussi pour nous de raconter qu'il y a la communication et puis il y a la réalité. Alors, une dernière peut-être révélation dans ce papier, c'est qu'on révèle qu'au tout dernier moment, le jour de la signature, l'AS Monaco en fait, modifie les conventions de transfert pour verser 11 millions d'euros à 2 agents, dont 9 millions d'euros à quelqu'un que les lecteurs de Football League connaissent bien, qui est Jorge Mendes, qui est l'un des agents les plus puissants au monde, qui est l'homme qui a organisé la fraude fiscale de Cristiano Ronaldo, de José Mourinho et bien d'autres. Et au dernier moment, comme ça, hop, l'AS Monaco lui verse 9 millions d'euros de commission, alors qu'il y a très peu de traces de lui dans la négociation. On peine à comprendre en quoi il a aidé Monaco à vendre Kylian Mbappé au PSG. Et en plus, tout ça se fait via des contrats antidatés et donc contraires aux règles de la FIFA. Et donc, on voit que dans ce transfert, il y a énormément d'aspects, que ce soit la surenchère qu'il y a eu au niveau du Real Madrid pour essayer d'attirer Kylian Mbappé, donc les demandes qu'il a fait au PSG, cette histoire d'agent. On révèle également les manœuvres fiscales qui ont été faites, qui là encore sont légales, mais il se trouve que dans la négo, en fait, tel que ça les arrangeait au départ, le PSG et Monaco auraient dû payer des impôts sur ce transfert. Et en fait, ils se disent, ah non, en fait, c'est pas une très bonne idée, et donc ils vont se débrouiller, encore une fois, de façon légale, de faire de l'optimisation pour que finalement, il n'ait pas d'impôts à payer. Alors, c'est le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est celui des agents. Parce que c'est incroyable l'argent qu'ils se font, je ne sais pas s'il faut dire sur le dos, comme des parasites des joueurs. Qu'est-ce que vous révélez sur ce sujet? Parce qu'on a l'impression de le savoir, ça, voilà, que les agents prennent des millions sur les transferts, etc. Qu'est-ce que vous révélez de nouveau dans cette saison 2? C'est un sujet qu'on avait beaucoup documenté dans Football League 1. Et Yann, qui avait travaillé notamment sur le transfert de Pogba, on avait vu son agent Mino Raiola qui touchait des sommes phénoménales. C'était 49 millions d'euros sur un transfert d'un joueur. Enfin, il valait presque autant que le joueur. Bon, voilà. Donc là, ce qu'on apporte comme révélation, c'est que ça ne change pas. C'est que rien n'est fait et que la FIFA s'en préoccupe peu et qu'en fait, c'est business as usual. Pour rassurer les supporters du PSG, il y a un article qu'on a écrit qui concerne Pini Zahavi, qui est l'un des agents les plus puissants du monde, qui a facilité le transfert de Neymar au PSG, qui a touché quasiment 11 millions d'euros, enfin qui va toucher, c'est en plusieurs fois, 11 millions d'euros de commission. Et en fait, on découvre qu'il voulait se faire payer à Chypre, alors même qu'il est résident fiscal israélien. Il produit un certificat comme quoi il est résident fiscal à Chypre, donc on se demande comment il peut être résident fiscal dans 2 pays à la fois. Et là, on voit que le PSG est propre, veut faire les choses bien, et justement l'empêche d'être payé à Chypre et le force à payer ses impôts en Israël. Et il y a peut-être aussi une dernière révélation qui a été faite par certains de nos partenaires européens, notamment nos partenaires néerlandais et portugais, toujours sur Jorge Mendes. Donc on savait depuis Footleaks 1 qu'il avait aidé ses clients footballeurs à frauder le fisc. Et là, donc, notre consortium révèle son montage d'évasion fiscale à lui. Et on découvre que via un montage fiscal compliqué et une société écran à Amsterdam, il a réussi à toucher avec sa femme 100 millions d'euros net d'impôts à Amsterdam. D'accord. Et alors, puisque tu parles de ce qui se passe à l'étranger, juste un petit point sur les enquêtes judiciaires ouvertes à l'étranger, parce que je crois que vous avez déclenché des enquêtes judiciaires, si ce n'est pas en France, en tout cas, je crois en Suisse, en Belgique. Vous nous dites de quoi il s'agit ? Alors oui, il y en a eu plusieurs. Alors déjà, donc il y a eu les plaintes, même s'il n'y a pas encore d'enquête judiciaire en France sur le fichage ethnique. Il y a une enquête qui a été ouverte à la fois par la Fédération et la Ligue de football en France sur nos révélations justement sur les problèmes liés aux mineurs. Donc les violations des règles sur le transfert des mineurs à l'AS Monaco. Il y a eu une perquisition ce matin même en Belgique. Alors c'est une enquête qui avait déjà été ouverte avant, mais sur lequel on a apporté des nouveaux éléments grâce au Football Leaks, qui est en fait le fait que ce super agent Pini Zahavi, dont je parlais juste avant, en fait contrôle en sous-main un club belge qui s'appelle le Royal Mouscron. Et alors qu'un agent n'a pas le droit de contrôler un club pour des raisons évidentes de conflit d'intérêts, en fait, il est soupçonné d'avoir contrôlé ce club en sous-main et donc il y a eu des perquisitions ce matin. Il y a également eu une enquête judiciaire ouverte en Suisse contre... Ah oui, cette histoire est géniale aussi, raconte-toi. Celle du procureur, de Gianni Infantino, donc qui est le président de la FIFA, l'homme le plus puissant du foot mondial. Il se trouve que Gianni Infantino a un très bon copain qui est procureur général d'un canton en Suisse, parce qu'ils viennent du même village, donc dans les Alpes suisses. Et il se trouve que cet ami procureur, il est invité à des matchs, à des événements de la FIFA. Et en échange, c'est un peu Guy les bons tuyaux. Il intervient en faveur de Gianni Infantino auprès du parquet fédéral suisse, donc qui est l'instance d'enquête
d'enquête la plus puissante en Suisse, pour se renseigner sur les enquêtes qui visent la FIFA, par exemple, sur une enquête qui un temps a menacé Gianni Infantino parce qu'il avait signé un contrat qui était un petit peu suspect. Alors il était blanchi depuis, mais à l'époque il était très inquiet. Et donc son ami procureur est intervenu en sa faveur auprès du parquet fédéral. Et ce qui est drôle ou triste selon le point de vue, c'est que quand il s'adresse à Gianni Infantino, ce procureur lui dit « ciao capo ». Et ça veut dire « salut patron », et qui est en fait un terme employé dans la mafia, qui est un terme quasiment mafieux. Donc il s'adresse à lui en disant « salut patron », et il voulait même se faire embaucher par la FIFA. Enfin, bref. Donc la justice suisse va enquêter sur cette relation un peu trop proche. Très bien, merci à tous les deux. Donc évidemment, continuez à suivre les Football Leaks sur Mediapart. Je vais laisser la place à Edoui Plenel et François Bonnet, je crois, qui vont interviewer les représentants d'un nouveau mouvement politique, Place Publique, et donc notamment Raphaël Glucksmann qui arrive. Voilà, merci, à bientôt.